Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre ministre de la Santé a échoué auprès des Ontariennes. Elle ne s'est pas conformée à la loi canadienne sur la santé. Elle a raté le délai par rapport aux informations praticiennes et elle hausse les épaules. Et la ministre a admis qu'elle n'a pas de plan, pas de calendrier pour faire entrer les infirmières praticiennes dans les soins de santé financement par l'État. Donc, moins d'argent du fédéral et plus d'argent de l'argent des poches des contribuables. Combien est-ce que cela va coûter aux patients? Madame la ministre, en toute déférence, la députée d'en face n'a peut-être pas lu la lettre. J'ai dit très clairement que l'Ontario se conformera, même si le gouvernement fédéral n'a débloqué aucun financement et n'a pas donné d'instructions claires. Donc, il y aura des processus clairs différents dans toutes les provinces et territoires. Nous allons continuer à être à l'avant-garde. Nous allons nous conformer. Nous le faisons déjà. Nous avons plus de 170 places additionnelles grâce au travail du ministre des collèges et des universités pour faire former les infirmières praticiennes en Ontario. Pourquoi? Parce qu'on en comprend la valeur dans le système public, hôpitaux, soins primaires, soins à domicile, soins communautaires. Nous faisons le travail fait, nous faisons le travail, nous avons pris cet engagement. Les infirmières praticiennes feront partie du système financé par l'État. Question compréhension. Je ne sais pas si c'est le gouvernement ne comprend rien à ce que les gens vivent dans le Nord, en milieu rural, ou bien ils ne s'y intéressent tout simplement pas. Lorsqu'il n'y a pas de médecin de famille dans une communauté, ce sont les infirmières praticiennes. Ils sont des cliniques dirigées par les infirmières praticiennes qui comblent l'écart. Mais puisqu'elles ne sont pas financées par le gouvernement, ce sont des résidents du Nord, de milieu rural, de toute la province, qui payent de leur poche pour les soins primaires. Et par ailleurs, nous perdons des infirmières praticiennes de la province. Jusqu'à quand est-ce que les patients du Nord, du milieu rural et de petites communautés vont devoir payer les soins primaires avec leur carte de crédit? Réponse de la ministre. Madame la Présidente, je ne sais pas si la députée d'en face est au courant des améliorations apportées aux soins primaires. Nous avons des cliniques qui n'existaient pas avant à Ottawa, à Cambridge, à Maple Minto. Nous renforçons les soins primaires et nous finançons les cliniques dirigées par les infirmières praticiennes. Mais nous veillons à ce que les infirmières praticiennes travaillent dans des équipes multidisciplinaires. Les médecins travaillent avec les infirmières praticiennes, avec les diététiciennes, avec les experts de santé mentale. Lorsque nous veillerons à ce que ces professionnels travaillent ensemble, nous avons de meilleurs résultats pour les patients et nous avons des cliniciens qui travaillent ensemble. C'est l'objectif et c'est ce que finance les 3-4 milliards de dollars additionnels pour les soins primaires. Chef de l'opposition officielle, tant que la population doit payer avec la carte de crédit pour les soins primaires, eh bien, c'est un échec pour la population. Alors que dans d'autres provinces, les patients peuvent aller voir une infirmière praticienne pour les soins primaires sans se voir obligés de payer avec une carte de crédit de leur poche. Mais ici, en Ontario, on a des aînés qui font la queue devant les salles d'urgence parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux soins primaires. 2,5 millions de dollars qui n'ont pas accès à un médecin de famille et qui n'ont pas l'accès aux soins primaires. Et les infirmières praticiennes sont plus que préparées, plus que prêtes pour combler l'écart. Mais il faut que le gouvernement tienne les promesses pour financer le plan. Vous n'avez pas de plan, il n'y a pas d'échéancier, pas d'action. Pourquoi est-ce que vous niez l'accès aux soins primaires? Réponse de la ministre. Pourquoi est-ce que les infirmières praticiennes sont préparées à offrir cela? C'est parce que nous allons élargir leur champ de pratique. Nous sommes engagés à ce que les soins primaires incluent les infirmières praticiennes. Dites cela aux 330 000 personnes qui ont un clinicien de soins primaires aujourd'hui qui n'en avait pas il y a moins d'un an. Nous faisons les investissements
Les gens répondent à l'appel pour veiller à ce que ces personnes aient accès à un fournisseur de soins primaires. Et cela inclut absolument les infirmières praticiennes formées avec une formation de classe mondiale ici en Ontario. Ma question s'adresse au Premier ministre. Encore hier, nous avons appris que les réductions du financement de l'éducation vont signifier que 40 vice-directeurs de plus seront limogés dans les écoles publiques de Toronto. Moins de soutien, moins de supervision pour les élèves. Les parents recevront moins de nouvelles, moins de prévisibilité, plus d'appels pendant la journée pour leur dire d'aller chercher leurs enfants, moins de ressources, plus de stress pour les enseignants. Et ce sont les choix de ce gouvernement. Donc, le Premier ministre, pour que ce gouvernement licencie ces travailleurs vitaux, ces vice-directeurs qui font fonctionner nos écoles publiques. Réponse du ministre. Comme vous le savez, le Conseil a pris la décision de réduire le nombre de vice-directeurs pour 2 raisons. Tout d'abord, il y a 5 000 élèves et étudiants de moins dans les écoles du district scolaire de Toronto, donc moins de vice-directeurs dans le système. Et l'ancien conseil a maintenu un programme qui n'était pas financé, programme créé pendant la COVID, à un moment où on avait besoin de plus de soutien dans les écoles. Ils ont décidé de maintenir ce programme qui n'était pas financé. Nous sommes sortis de la pandémie et les inscriptions sont en baisse de 5 000 au conseil du district de Toronto. Nous n'avons donc pas besoin de services directeurs. Il n'y aura pas d'élèves sans supervision appropriée. Les investissements dans les écoles, en fait, signifient qu'il y aura de meilleurs résultats pour les élèves. Nous mettons l'accent sur les parents, les enseignants et les élèves. Et les résultats, pas seulement à Toronto, mais partout dans la province. Question complémentaire. Ce Premier ministre et ce ministre de l'Éducation devraient aller voir une école, parler aux enfants, aux familles qui sont toujours en difficulté. C'est le superviseur choisi trié sur le volet par le ministre. Pourquoi se fait-il que le gouvernement a les moyens pour payer 124 vice-présidents exécutifs chez Metrolinx, mais pour les écoles, il n'y a pas de moyens pour qu'ils puissent se doter d'un vice-directeur? Il y a de l'argent pour une entreprise de spa de luxe en faillite, mais pas pour les écoles. C'est une catastrophe et ce sont les enfants ontariens qui sont laissés pour compte. Quand est-ce que vous allez mettre fin à ces réductions au programme d'éducation? Monsieur le ministre, Madame la Présidente, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la réalité, c'est que le budget ajoute des moyens à l'éducation, mais sincèrement, les parents ne s'intéressent pas à ce que dit la chef de l'opposition, à ce que moi je dis. Ils s'intéressent aux résultats. Est-ce qu'ils obtiennent les meilleurs résultats d'un budget de 43 milliards? Et c'est ma priorité. Elle part de se rendre dans les écoles. Moi, j'ai traversé toute la province. Je pars directement avec les enseignants. Et ils me disent à chaque fois de mettre l'accent sur les élèves. Beaucoup d'enseignants m'ont dit, je n'ai pas envie d'être un parent, je veux être un éducateur. Voilà pourquoi nous avons annoncé $750 pour les enseignants de classe principale dans toute la province. Par-dessus les investissements déjà faits, afin que les enseignants puissent prendre leurs propres décisions quant aux besoins des élèves dans leur classe. Et le résultat, c'est les meilleurs résultats de littératie dans la province. Okay. Dernière question. $750, une carte de 750. Vous allez acheter un vice-directeur avec cela? Eh bien non. Les parents s'intéressent à ce qu'ils puissent prendre le téléphone lorsque leurs enfants sont laissés pour compte afin de pouvoir parler avec quelqu'un. Mais maintenant, il n'y aura pas de vice-directeur. Ils s'intéressent au fait que les enseignants sont dépassés. Ils ne peuvent pas recruter des vice-directeurs parce qu'ils sont tellement dépassés et épuisés. Les parents savent ce que cela veut dire. Moins de moyens dans les classes, moins d'adultes qui s'intéressent à ces questions dans les écoles. Il y a l'argent pour une entreprise de spa de luxe en faillite, de l'argent pour 120 vice-présidents exécutifs chez Metrolinx, mais vous n'avez pas les moyens pour vice-directeur dans l'école. Quel est le problème dans ce gouvernement?
Pourquoi cette absence criante de priorité? Monsieur le ministre, c'est très intéressant. Les collègues sont peut-être d'accord avec moi. Beaucoup de mes collègues, eux aussi ont été dans les écoles dans la province pour aider les enseignants qui recevront 750 $ de plus pour chaque classe principale pour acheter les fournitures, crayons, papier, par-dessus ce que nous donnons déjà aux écoles. Vous l'avez entendu, la chef de l'opposition veut supprimer ce bénéfice, cette somme d'argent. C'est ça, les démocrates. Ce n'est pas les salles de classe, ce n'est pas les résultats, c'est eux, et c'est ce qu'eux, ils pensent. Donc, vous vous rendez des écoles, je vais vous accompagner, et dites aux enseignants que vous ne voulez pas qu'ils puissent recevoir ces 750. Dites cela aux enseignants. Dites-leur que ce qu'ils font n'est pas assez, parce que ce que je pense, moi, nos enseignants, c'est l'élément vital dans nos écoles. Ils se battent chaque jour pour donner de leur mieux aux élèves. Mais je ne vais pas écouter la chef de l'opposition officielle. Je vais continuer à mettre de l'argent dans les salles de classe des écoles de la province. Chef du troisième parti. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Après 8 longues années sous le gouvernement Ford, ce gouvernement fatigué, déconnecté, sans idée, et leur dernier budget l'illustre, parce qu'il n'y a rien dans ce budget pour les familles et leur budget. Les familles dépendent de bonnes écoles. Mais maintenant, les écoles ne sont pas des endroits sûrs pour apprendre et travailler. Il y a trop d'élèves par classe. L'éducation spécialisée est affamée. Et il y a une crise de santé mentale dans les écoles à laquelle le gouvernement ne répond pas. Voici ma question. Pourquoi est-ce que le ministre de l'Éducation réduit le financement des écoles de nos élèves et de nos enfants? Le chef du troisième parti, que ce n'est pas du tout vrai. La seule personne qui prône la réduction de ressources pour les écoles, eh bien, c'est l'opposition, parce qu'ils auront l'occasion dans ce budget de voter plus de moyens pour les écoles. Ils auront l'occasion dans ce budget de soutenir le niveau de financement le plus élevé de l'histoire de la province. Ils auront l'occasion dans ce budget de voter plus de soutien pour les mathématiques et de confirmer qu'ils croient que les enseignants, c'est vraiment la force vive de nos écoles. Ils auront cette occasion, l'occasion de voter pour des milliards de dollars d'amélioration des immobilisations. Est-ce qu'ils voteront pour les enseignants? Est-ce qu'ils voteront pour les parents? Parce que ce qu'on voit de taux de diplomation les plus élevés et de taux de littératie les plus élevés dans l'histoire de la province, après 15 longues années d'échecs libéraux, nous allons dans la bonne direction. Et nous ne reculerons pas. Chef du troisième parti, ils ont passé 3 mois à regarder les résultats de l'Office de la qualité et de la responsabilité de l'éducation. Et évidemment, c'est le ministre qui a besoin d'aide en ce qui concerne la lecture. Je regardais le rapport de l'OQRE où dans le budget, vous voyez une réduction de 170 millions de dollars. Des écoles donc sont en proie au déficit de la santé et de l'éducation spécialisée. J'ai déjà raconté l'histoire de Mary Gold, une fille de 6 ans qui attend déjà 2 ans pour avoir l'aide dont mon collègue d'Orléans parle de Juliette, où ça se passait bien la première année, l'année suivante, elle n'a rien reçu. Alors, Madame la Présidente, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien dans ce budget pour aider les enfants comme Marigold et Juliette pour obtenir l'aide qu'elle mérite? Monsieur le ministre, encore une fois, Madame la Présidente, nous sommes au niveau le plus élevé du financement du système d'éducation sur la province, mais ça n'a aucune conséquence, sauf si vous voyez les résultats des infirmiers. Le député parle du résultat OQRE. J'aime bien parler de ces résultats parce que les taux de littératie sont au plus haut dans l'histoire de la province, contrairement aux collègues libéraux. Contrairement aux libéraux, vous vous souvenez de mathématiques de la découverte. Personne n'y comprenait rien. Les taux de littératie ont chuté, de numération ont chuté, les taux de diplomatie étaient plus faibles. Sur les conservateurs, les taux de littératie sont au plus haut.
taux de diplomation plus élevé. Mais les conservateurs ne sommes pas satisfaits malgré tout cela. Voilà pourquoi nous voulons aller plus loin, parce que nous voulons que les élèves ont le même succès ailleurs que dans la littératie, contrairement aux échecs répétés du Parti libéral lorsqu'ils étaient au pouvoir. Madame la Présidente, des enfants comme Marigold et Juliet, ce ne sont pas seulement des têtes à décompter ou des personnes qui occupent des places. Ils ont besoin d'aide. Et dans 9 districts scolaires, il n'y a personne que les parents peuvent appeler. Alors, Madame la Présidente, que faites-vous lorsque votre enfant quand votre enfant a besoin d'un faut appeler Paul. Et si vous avez besoin d'un orthophoniste ou d'un aide enseignant, il faut appeler Paul. Donc, qui faut-il appeler? Ministre de l'Éducation. Et nous, on se disait que les libéraux ne pourraient pas être plus pathétiques. Maintenant, je comprends pourquoi il est le chef du Parti libéral pour la troisième fois. Les parents et les enseignants veulent appeler le gouvernement PC après la débâcle du Parti libéral. C'est nous qu'ils appellent. Mais ce qui fait rire, c'est que dans les conseils où il y a un superviseur, il y a des bureaux de famille et d'étudiants. Et dans son conseil scolaire, 95% des appels ont une réponse en moins de 2 jours. Et 88% des problèmes sont résolus rapidement. Et c'est encore mieux à Toronto. Il y a de meilleurs résultats. Et ils savent que lorsque les conservateurs au pouvoir, les résultats sont meilleurs. Et lorsque les libéraux sont au pouvoir, vous pouvez découvrir plein de choses, mais il n'y a pas de résultats. Question. Député d'Ottawa-Vanier. La Présidente, après 8 ans de ce gouvernement, la vie est plus difficile pour nos éducateurs et nos éducatrices qui sont épuisés, démoralisés, vraiment à bout de souffle. Les classes débordent, la violence en milieu scolaire augmente et trop d'élèves perdent l'intérêt d'aller à l'école. Pourtant, dans son budget, le gouvernement n'offre aucun investissement significatif pour répondre à ces défis parce qu'il est clairement déconnecté de la réalité. À la place, ce qu'il propose, c'est une carte cadeau de 750 $ pour certains enseignants du primaire. Est-ce vraiment la valeur que le gouvernement accorde à l'éducation de nos enfants? Minister of Education. Well, I've actually heard it all. Monsieur le ministre, là, j'ai tout entendu. Les libéraux, maintenant, avec les néo-démocrates, disent que les moyens additionnels qu'on donne directement aux enseignants, 750 $, c'est comme si c'était une carte cadeau. Et maintenant, les libéraux disent que maintenant que nous donnons des moyens supplémentaires, c'est une carte cadeau. C'est sympa, mais lorsque les libéraux étaient au pouvoir pendant 15 ans, ils ont affamé les enseignants, les obligeaient de se rendre à Dollarama, alors que nous voulons soutenir ces enseignants. Ce n'est pas une carte cadeau, ce n'est pas un luxe. Les enseignants nous ont dit que c'est obligatoire. Voilà pourquoi, sous les conservateurs, vous voyez des choses comme une amélioration des taux de littératie, des taux de diplomatie plus élevés que jamais. Et vous savez quoi? Nous ne sommes pas satisfaits d'atteindre le moyen. Nous voulons les dépasser. Et nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que les enfants les meilleurs députés d'Ottawa-Vanier. Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est obligatoire parce qu'ils n'auraient jamais dû payer pour cela avant. Merci de remédier à cela. 8 ans après, notre système d'éducation dépend d'enseignants soutenus, qualifiés, mais de plus en plus d'enseignants quittent la profession dans les 5 premières années. Et le système francophone
la pénurie d'enseignants augmente la pression dans les classes. Surpeuplé, trop d'élèves avec des problèmes d'apprentissage et de plus en plus de violence entre les élèves et contre les enseignants. Comment est-ce que le ministre s'attend à ce que la prochaine génération va choisir l'enseignement dans de telles conditions? Monsieur le ministre, voilà pourquoi nous faisons tellement de changements, nous apportons tellement de changements au système. Ce n'est pas seulement ce que dit la députée. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur les décisions de l'ancien gouvernement, c'est-à-dire de supprimer la présence de policiers ou de centres de ressources communautaires. Nous avons vu ce qui s'est passé. C'était une décision idéologique des libéraux. Nous ramenons les policiers dans les écoles pour fournir plus de sécurité. Mais ce n'est pas seulement cela. Les écoles se sont effondrées sous les libéraux. Comment dire à un professionnel, eh bien, allez enseigner dans une école vieille et presque démolie? C'est ce que j'ai vu, moi, de mes propres yeux dans un lycée à Toronto, complètement délabré. C'est ça le legs du Parti libéral. Le chef du troisième parti que nous sommes au pouvoir depuis 8 ans, nous avons été confrontés à une pandémie, à des droits de douane. Nous sommes plus forts que jamais. Député d'Ottawa, Vanier. Madame la Présidente, non seulement les enseignants sont épuisés, mais les infrastructures le sont aussi. Et vous venez de souligner l'effondrement des infrastructures. Alors, qu'avez-vous fait après 8 ans dans ma circonscription d'Ottawa-Vanier? Une école publique a été classée dans les 10 premières, écoles de rapport de l'Association environnementale du fait de dépasser le taux de plomb dans l'eau. C'est peut-être une bonne chose qu'il y a des politiciens qui travaillent dans un immeuble avec de l'eau contaminée, mais aucun parent ne se sent à l'aise lorsqu'il s'agit d'exposer son enfant à un taux de plomb très élevé dans les écoles. Donc, est-ce qu'il y a un niveau de contamination acceptable pour ce gouvernement? Monsieur le ministre, merci Madame la Présidente. Nous sommes fiers du fait que, sous notre garde, l'eau potable de la province figure parmi l'eau la plus salubre et la plus protégée au monde. Nos lois complètes et notre système de surveillance veillent à ce que l'eau potable respecte les normes très rigoureuses de la province. Lorsqu'il s'agit de protéger les enfants dans les écoles, eh bien, ces mêmes normes s'appliquent partout et nous effectuons des tests et nous surveillons et lorsque rarement il y a quelques problèmes, nous intervenons rapidement et fermement. Merci, Madame la Présidente. Député de Parkdale High Park. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement est censé protéger et non pas faire l'objet de jeux. Infrastructures, terres agricoles, écoles et le dépôt d'aliments de la province fait partie de cette catégorie. 2 milliards de tonnes d'aliments, en soutenant les agriculteurs, 100 000 emplois. Beaucoup de ces emplois sont dans ma circonscription. Maintenant, le terrain à côté de cet endroit vital, avec 3 autres terrains, risque de faire l'objet d'un rezonage. Lorsqu'on perd ces terrains, ils sont perdus une bonne fois pour toutes. Est-ce que le gouvernement va intervenir pour protéger ces terrains d'emploi dont nous dépendons tous et toutes? Ministre de l'Agriculture. Madame la Présidente, je vous remercie. Je remercie également la députée d'en face pour sa question. C'est une infrastructure très importante que je reconnais. Je vous invite à venir avec nous un jour pour voir les investissements que nous réalisons. Nous sommes en étroite collaboration avec le Conseil. Nous sommes engagés auprès des vendeurs. Nous entendons les histoires de réussite des personnes qui vendent des produits, des légumes frais, des produits et des fruits frais qui sont cultivés en Ontario, qu'ils envoient en Terre-Neuve et dans d'autres provinces. Nous travaillons étroitement avec nos autres ministères pour protéger nos ressources
et notre réseau. Et j'invite la députée à venir avec nous un jour pour pouvoir s'entretenir avec les vendeurs, avec le conseil qui protège notre réseau. Merci. Je rappelle aux députés d'adresser plutôt leurs commentaires par l'entremise de la présidente, la députée. Je remercie le député pour sa réponse. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il va faire pour protéger ce marché qui est maintenant mis à mal. Il y a beaucoup de menaces pour les restaurants, les programmes alimentaires, scolaires, pour citer quelques exemples. Ils dépendent de ces produits. Ces produits du marché des produits alimentaires soutiennent 9 provinces dans notre pays. Et au moment actuel, les familles ne peuvent pas faire les courses à l'épicerie. La sécurité alimentaire est censée être sacrée, devrait être traitée comme telle, mais le gouvernement n'arrive pas à protéger notre pilier de notre système alimentaire. Alors, Monsieur le Premier ministre, va-t-il sauver le marché des produits alimentaires ou alors il a déjà conclu une entente secrète pour la vendre? Culture. Ministre de la Culture. Je remercie encore une fois la députée de mettre en lumière nos producteurs alimentaires et le marché des produits alimentaires. La réponse à sa question est oui, nous protégeons l'approvisionnement en nourriture, en aliments plutôt dans notre province, qui est un joyau pour notre province. Ce marché du produit alimentaire est un réel joyau. Pour compléter ces renseignements, laissez-moi vous dire ce que nous faisons pour le marché du produit alimentaire qui a des répercussions sur notre province. 52 milliards de dollars vient du secteur alimentaire. Un emploi sur 9 est garanti grâce à cette industrie. Le marché des produits alimentaires restera. Nous allons le protéger. Écoutez mes paroles, tenez-moi témoin. Nous allons protéger ce marché. Question, député d'Orléans. Madame la Présidente, les parents d'Ottawa sont fatigués d'entendre que tout va bien. À Orléans et à travers la ville, les enfants apprennent dans les écoles qui n'ont pas l'eau potable. Les classes sont surpeuplées. Il y a un manque d'enseignantes en français. Il n'y a pas assez de soutien pour les élèves ayant des besoins spéciaux. Mais le plus grand échec, c'est que les enfants qui ont besoin d'aide ne la reçoivent pas. Après 8 ans de ce gouvernement conservateur, pourquoi les familles d'Ottawa doivent toujours lutter juste pour obtenir le soutien d'éducation spécialisée promis à leurs enfants? Minister of Education. I'll repeat it again. Le ministre de l'Éducation, je vais répéter ce que j'ai dit. Nous avons le plus haut niveau de l'éducation dans notre province, mais parlons de ce qui est important, les résultats qui viennent du système d'éducation. Pendant 15 ans, les libéraux ne se souciaient pas des résultats, mais plutôt d'idéologie, n'ont jamais mis les parents et les enseignants en avant. Et nous faisons exactement le contraire. Aujourd'hui seulement, nous avons entendu que les libéraux, les néo-démocrates vont souligner, ou plutôt supprimer, notre entente concernant notre système d'éducation. Ils vont annuler un programme. Je suis sûr que les enseignants de la province qui dépendent de ce projet pour septembre vont être déçus, d'entre autres, que les libéraux et les néo-démocrates penseront qu'il est mieux de s'en séparer. Nous allons redoubler d'efforts, continuer d'aider les élèves et leurs parents, renforcer notre système d'éducation et nous focaliser sur les résultats et la réussite scolaire. Nous n'allons pas dérailler de notre projet. Nous voulons des taux de diplôme élevés et nous voulons beaucoup mieux pour notre province. C'est pour cela que nous redoublons d'efforts et alors fournir les ressources nécessaires. Député d'Orléans, on dit aux parents que leurs enfants sont admissibles pour recevoir de l'aide, qu'ils ont besoin d'aide dans l'éducation de spécialistes. Mais ensuite, on leur dit que ces ressources ne sont pas disponibles et on blâme les conseils scolaires. Mais ces conseils n'arrivent pas à embaucher le personnel nécessaire sans fonds investis par le gouvernement. Des enfants comme Juliette, comme Marigold et 10 000 autres enfants dans la province ont besoin de cette aide pour pouvoir réussir et réaliser leurs rêves. Madame la Présidente,
Cela fait 8 longues années que les conservateurs sont au pouvoir. Quand est-ce que ce ministre va mettre fin au fait de blâmer les gens et enfin financer l'éducation de manière appropriée? Le ministre de l'Éducation, je pense que personne ne pourrait m'accuser de ne pas agir. Vous pouvez dire beaucoup de choses sur moi, mais je pense que j'ai parlé à beaucoup trop de conseils scolaires. On ne peut pas me blâmer de renvoyer la balle à d'autres personnes, alors que les libéraux, pendant 15 ans, ont fait chuter les résultats de mathématiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les résultats de littératie ont plongé. Les conflits ont augmenté dans les écoles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Quand nos écoles étaient en train de s'effondrer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont fermées plutôt que de trouver des solutions et d'en construire de nouvelles. Vous savez ce que nous faisons, Madame la Présidente? Nous continuerons à faire preuve de leadership partout dans la province. Notre ministère continuera à faire preuve de leadership et je vais me concentrer sur ce qu'il compte, les étudiants et leur réussite. Pendant qu'ils vont se concentrer sur l'administration, moi je me concentrerai sur les enseignants, les parents et le fait de passer à l'action ainsi qu'avec mes collègues. Question, député de Perth-Wellington. Merci Madame la Présidente. J'aimerais revenir sur l'essence même de la période des questions. Le ministre de l'Énergie à Perth-Wellington et partout en Ontario, nous continuons de vivre les pressions de l'abordabilité. Les entreprises et les personnes s'attendent à ce qu'on réduise le coût de la vie, surtout pour les factures d'électricité. Est-ce que nous allons alléger les factures des personnes qui en ont le plus besoin et réduire l'utilisation d'énergie avec un programme de protection? Comment est-ce que l'Ontario, plutôt le gouvernement aide l'Ontario à faire des économies sur les factures d'électricité et comment est-ce que nos programmes permettent d'avoir des résultats mesurables partout en Ontario et à Perth-Wellington y compris? Député de Scarborough Centre. Merci Madame la Présidente. J'aimerais remercier le député de Perth-Wellington. Notre approche est simple. Nous ne voulons pas rendre la vie beaucoup plus chère. Nous voulons nous concentrer sur le fait de réduire les coûts et de remettre de l'argent dans les poches des personnes de la province. L'ancien gouvernement libéral a augmenté les factures d'électricité avec de mauvais contrats. Et nous faisons le contraire. Nous protégeons l'abordabilité, tandis que l'opposition soutient des politiques qui rendent la tâche plus difficile pour les automobilistes. Notre gouvernement, lui, agit en vue de réduire les coûts et de pouvoir réduire de 5 cents par litre l'essence, ou plutôt l'électricité. Nous aidons les personnes à pouvoir rester dans leur logement. Nous offrons des programmes qui permettent de réduire les factures d'électricité, améliorer l'efficacité de l'utilisation des électroménagers. Nous avons des investissements ciblés dans notre système énergétique pour nous assurer à pouvoir répondre à l'offre. Député de Perth-Wellington, merci Madame la Présidente. Nous voulons aider les familles à réduire leurs factures d'électricité, c'est essentiel. Les personnes de la province aimeraient avoir confiance en leur système d'électricité qui sera fiable, abordable pour les décennies à venir. Nous savons que la demande en électricité va augmenter de manière considérable partout dans la province, car elle continuera à s'agrandir. Plus de logements seront construits, plus l'électrification sera importante. Parallèlement, les familles ne peuvent pas se permettre de voir un retour à des factures d'électricité qui vont augmenter comme sous l'époque des libéraux. Est-ce que le gouvernement pourrait nous expliquer comment est-ce que nous planifions pour la croissance à long terme et comment l'Ontario aura de l'énergie à long terme? Comment nous soutenons cette croissance en protégeant les personnes de notre province contre ces augmentations de factures? L'adjoint parlementaire. Nous planifions sur le long terme, non pas que pour aujourd'hui. Cela commence par le fait de prioriser l'énergie nucléaire, des solutions fabriquées au Canada. Nous avons des installations nucléaires qui sont en activité et qui utilisent 90% de notre électricité. Nous allons permettre des investissements pour des générations à venir. Remplacer
des générateurs à long terme sans source intermittente demandera beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus de terrain et engendrera plus de coûts. Et les coûts seront délégués à nos familles, transférés plutôt à nos familles. Nous allons renforcer notre chaîne d'approvisionnement ontarienne, proposer des emplois bien rémunérés et être un chef de file mondial en matière d'énergie propre et renouvelable. Député d'Ottawa-Nepean. Merci, Madame la Présidente. Un commettant est décédé seul à Ottawa. Son corps a été découvert 7 jours après. John aurait dû recevoir les services des soins de santé, mais soins de santé à domicile Ontario a fermé son dossier, alors qu'on l'avait dit qu'il ne pouvait pas répondre au téléphone à cause de sa condition. Le système a complètement abandonné John et sa famille. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire pour s'assurer à ce qu'aucun autre patient ne passe entre les mailles du filet de notre système? Ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. La situation qui a été soulignée par la députée doit faire l'objet d'une enquête immédiate. Ontario, centre de santé à domicile Ontario doit se pencher sur cette affaire. Je ne pourrais pas parler de cette affaire en particulier, mais ce que je peux vous dire, c'est que grâce au leadership de Santé à domicile Ontario, nous réalisons des progrès lorsqu'il s'agit d'aider ces personnes afin que les organismes qui offrent ces services essentiels en Ontario puissent avoir l'investissement et les fonds nécessaires pour offrir ces services, mais aussi s'assurer à ce qu'il y ait les outils nécessaires. Nous allons faire en sorte à ce que les personnes continuent d'avoir accès à des soins de santé même en dehors des hôpitaux, car nous savons que cela garantit des résultats positifs lorsqu'ils arrivent à avoir accès à des services de santé à domicile. Nous continuerons de travailler avec cet organisme pour assurer cette supervision. Commentaire de l'interprète, s'il vous plaît, enlevez le téléphone qui vibre sur la table. Il y a eu une enquête qui a pris 2 mois à être lancée. La sœur de John a demandé des renseignements concernant son frère. Elle a dit à maintes reprises à cet organisme que John ne pouvait pas répondre à son téléphone. Ils ont appelé pour dire à sa sœur qu'il a été relâché sans avoir réalisé de suivi ou passé d'appel. John est décédé dans la solitude. Combien d'autres tragédies devront avoir lieu avant que le gouvernement n'agisse? Minister of Health. Ministre de la Santé, comme je l'ai dit, on ne peut commenter une enquête qui est actuellement en cours avec la personne qu'elle a mentionnée. Mais je rappelle à la députée que nous réalisons ces investissements parce que nous savons qu'il y a des personnes qui reçoivent des soins de santé dans leur collectivité, dans le confort de leur domicile. Nous savons que cela a des meilleurs résultats. Nous avons augmenté nos programmes hospitaliers qui sont prodigués à domicile par l'entremise d'organismes. Nous savons que quand ces services à domicile sont disponibles, la situation des patients s'améliore, mais je ne pourrais parler de cette situation car ce ne serait pas juste pour le patient, la famille, l'enquête en cours. Ce que je pourrais vous dire par exemple, c'est que nous continuons à développer ces programmes comme les programmes de l'hôpital au domicile. Nous continuons à investir dans nos programmes pour donner l'accès à nos patients à des services à domicile et nous allons améliorer les résultats. À l'ordre, député ou plutôt chef du 3e parti. Merci Madame la Présidente. Je m'adresse à la ministre au ministre de l'Éducation. Hier, plus de 100 étudiants dans la circonscription du ministre ont manifesté contre le licenciement de leur enseignant préféré. Cet enseignant fait partie des 3000 enseignantes qui sont sur la sellette. Ce ne sont pas mes commentaires, mais le commentaire d'une étudiante de classe de 12e année qui dit « J'ai été en colère avec cette nouvelle. Ces personnes ne sont pas que des chiffres. Ce sont des enseignants que nous aimons au sein de nos écoles.
Madame la Présidente, les étudiants de Brampton ne devraient pas tenir des pancartes qui disent ne mettez pas à main notre éducation ou protéger nos enseignants et enseignantes. Le ministre de l'Éducation devrait dire aux étudiants comment est-ce qu'ils arrivent à faire un meilleur travail il s'agit de protéger leur école plutôt que les personnes qui sont habilitées à le faire. Le ministre, c'est le conseil qui a décidé. Ils voulaient enlever cet enseignant depuis février. Ils ont voulu donner un nouvel enseignant à cette classe, mais peut-être pas au milieu de l'année. Je ne sais pas si cela va dans le meilleur intérêt des étudiants ni des parents et encore moins dans l'intérêt de nos enseignants. La constance dans les salles de classe pendant l'année scolaire est importante. C'est pour cela que je suis intervenu. Nous avons regardé le cas de Peel. Nous avons vu plusieurs enjeux qui n'ont pas été abordés par le conseil scolaire. Par exemple, des enjeux en matière du nombre qui diminue. Il s'agit de personnes qui retirent leurs enfants du système d'éducation de Peel. C'est une question sur laquelle nous nous penchons. Actuellement, nous sommes confrontés à des difficultés qui concernent plutôt les conseils scolaires. Nous devons voir le nombre d'enseignants qu'ils devront avoir pour l'année scolaire à venir. Réponse. Je pense que nous avons besoin de plus entendre de nous plutôt que de je quand on parle d'éducation. Parlons d'une autre école de Brampton qui a plus de 1700 étudiants. Ils ont mis à pied un enseignant. Il y a pourtant une grande portion d'élèves plutôt avec besoins spéciaux. Et il n'y en a que 8 enseignants pour ce genre de cours. Une crise comme celle-ci n'est pas abordée dans les écoles. La réponse du ministre, c'est de licencier les enseignants. Si je me rappelle bien, Brampton a 3 ministres qui le représentent. Si vous avez un enfant dans une de ces écoles, vous ignorerez la situation. Est-ce que un député d'en face ou le ministre pourrait nous dire qu'est-ce qu'ils font pour protéger les écoles des enfants de Brampton? Ministre de l'Éducation. Chers collègues, le ministre, le chef du troisième parti dit qu'il voudrait entendre plus de nous et pas de je. Pendant 15 ans, les libéraux ont agi et parlaient de nous plutôt que de je. Et le je représente les étudiants, les parents, les élèves et les parents. Voilà ce qui compte. Et notre caucus se bat pour les intérêts des enseignants, des élèves et de leurs parents. Vous savez ce qui se passe lorsque vous agissez ainsi. Vous offrez plus de ressources dans les salles de classe. Vous garantissez la réussite scolaire inaudible. Avec les conservateurs, nous arrivons à avoir le plus haut niveau de soutien dans l'éducation et le plus haut budget alloué à l'éducation. Il faut aimer les libéraux, n'est-ce pas? J'espère que les gens chez eux pourraient entendre le chef du troisième parti actuellement. Il est amer, il est aigri parce qu'il sait que les parents et les élèves nous soutiennent. Interruption des propos par la présidence. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Nous ne sommes pas à l'école, s'il vous plaît. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Je répète, rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Recognize. Député d'Algoma Manitoulin. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Dans ma circonscription et partout dans le nord de l'Ontario, je continue d'entendre le même message de familles, d'entreprises et de leaders locaux. Les personnes veulent plus de logements pour faire croître leur collectivité, pour permettre aux jeunes de rester et d'avoir plus d'opportunités. Nous avons des systèmes d'eau qui sont vieux de plus de 10 ans. Les autres gouvernements ont refusé de les mettre à jour et cela met à mal la croissance. Mais notre gouvernement change la donne. Est-ce que le ministre actuel pourrait nous dire comment est-ce que le gouvernement aide
les collectivités du Nord de mettre à niveau leurs infrastructures pour construire des logements. Le ministre de l'Infrastructure. Je remercie l'excellent député d'Algoma, Manitoulin, pour cette question très importante, bien pensée. C'est sa deuxième année depuis sa victoire aux élections. C'est un excellent député, un très bel adjoint parlementaire au Conseil du Trésor. Notre gouvernement prend une approche différente. Avec notre Premier ministre, nous protégeons l'Ontario en investissant dans des infrastructures de base desquelles dépendent nos entreprises et nos familles au quotidien. Avec le ministère et notre projet, nous avons investi 3 milliards de dollars en Ontario et 2,8 milliards de dollars avec un fonds communautaire. Résultat, les collectivités voient maintenant des financements records dans leurs infrastructures locales qui existent déjà ou d'autres qui seront créées. Nous agissons dans les infrastructures du Nord. Député d'Algoma, Manitoulin, je remercie le ministre de l'Infrastructure pour sa réponse. Commentaire de l'interprète, attention au bruit ambulant proche du micro. Les personnes de la province aimeraient voir des mesures tangibles. Les familles, ou plutôt le Nord, ont besoin d'investissement, de construction de logements rapides et le fait de maintenir les coûts bas. Contrairement à l'ancien gouvernement qui a laissé des anciennes infrastructures et les collectivités se débrouiller avec, Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous dire quelles mesures de soutien ont été entreprises par le gouvernement pour s'assurer à ce que les collectivités rurales et du Nord ne soient pas laissées pour compte? Ministre de l'Infrastructure. Encore une autre question qui arrive à point nommé et qui est très bien pensée. Avec le leadership du Premier ministre, les collectivités du Nord de l'Ontario ont reçu plus de 700 millions de dollars dans les infrastructures pour mettre à jour les infrastructures en eau, notamment à Sudbury, et une installation de pompage, notamment dans la circonscription du député. Cela reflète les plans à long terme plutôt du gouvernement. Nous avons pu débloquer la construction de 800 000 nouveaux logements et mettre à niveau de nouveaux logements. Nous sommes fiers de soutenir le Nord et de faire le travail nécessaire pour abattre les obstacles qui a laissé le Nord de côté pendant longtemps. Le Nord n'a pas été respecté par l'ancien gouvernement soutenu par les néo-démocrates. Merci, Madame la Présidente. Député de Sainte-Catherine. Merci, Madame la Présidente. Cette question s'adresse au Premier ministre. Le dernier budget du gouvernement parle de mise à jour concernant les stations, le réseau de trains GO dans ma circonscription. Mais cela fait des années que mes commettants attendent ces services aller-retour et qui leur permettront d'être connectés à Toronto, un des plus grands centres touristiques de l'Ontario, de l'Amérique du Nord plutôt. Je m'adresse au ministre. Quand est-ce que Sainte-Catherine et Niagara verront des services bidirectionnels toute la journée? Député de Hastings, Lennox-Addington. Merci, Madame la Présidente. Depuis les années 60, nous arrivons à faire en sorte que la population se déplace. Nous faisons en sorte de répondre à la demande. Un dernier rapport a déclaré que les coûts de congestion à l'économie coûte environ plus de 50 milliards de dollars au PIB, ce qui a été le chiffre approximatif de l'année dernière. Nous devons proposer plus d'options aux personnes pour se déplacer d'un point A à un point B. C'est pour cela que notre gouvernement va de l'avant avec GO 2.0. Notre gouvernement propose des nouvelles rails qui permettront d'avoir des services sur le couloir de la 407. Nous savons qu'en Ontario, et pour l'économie, pour permettre à l'économie plutôt de croître, nous devons garder nos voies publiques, nos autoroutes et les transports en commun dans notre province. Député de Sainte-Catherine, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, nous n'avons pas vu d'expansion de services du réseau GO jusqu'à Niagara.
Et votre réponse n'est pas vraiment une réponse. Il n'y a pas d'échéancier, il n'y a pas de redevabilité. Monsieur le ministre, ce gouvernement continue de dire que les services Go vont venir à Niagara, mais pas à Sainte-Catherine ni à Niagara Falls, alors que les personnes vivent et y travaillent. Vous êtes concentré sur sur une grande roue, sur un casino, alors que les personnes ne pourront même pas s'y rendre. Pas de train, que des paroles. Comment est-ce que ce ministre justifie le fait de mettre en priorité des projets de luxe plutôt que des projets dont Niagara a désespérément besoin? Député de Hastings, Addington. Quelques faits pour la députée d'en face. Le service Go Transit inclut la grande région de Toronto, Barrie et même Niagara, va croître de 15 000 nouveaux habitants dans quelques années. En 2025, le Premier ministre a ordonné Metrolinx de mettre en place un plan pour le projet Go 2.0. Ce projet propose de penser à une expansion à long terme pour les utilisateurs des services réseau Go jusqu'à la région du Golden Horseshoe, au-delà du plan d'expansion actuel. Ces lignes de train inaudibles à cause des propos de la présidence. Interruption de la présidente. Un rappel à l'ordre pour la députée de Sainte-Catherine, pour le ministre des énergies à haute consommation, des industries à haute consommation d'énergie plutôt. Le plan actuel vise à élargir le réseau pour pouvoir offrir des services chaque 15 minutes au mieux, toute la journée et dans les deux directions, dans les segments du réseau Go. Nous passons à l'action, Madame la Ministre. Madame la Présidente plutôt. Député d'Orléans. Merci Madame la Présidente. Ma question est pour le procureur général. Il y a eu un décès à Ottawa. La personne qui a été accusée de meurtre a été accusée en juillet 2025, mais il utilise toujours sa voiture, il conduit toujours. Le gouvernement dit sévir contre le crime et disent réformer le système de mise en liberté sous caution. Mais lorsqu'il s'agit de la conduite sous influence, les personnes les contrevenants plutôt continuent de se balader libres. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit sévir plutôt contre le crime, mais dans les faits, nous ne voyons pas cela? Réponse. Laissez-moi vous dire une chose. Les tragédies sur nos routes arrivent. Nous avons les routes les plus sécuritaires au pays parce que nous avons des lois sévères. Les lois ont du sens lorsqu'elles sont appliquées. C'est pour cela que nous travaillons en vue de renforcer un peu plus l'application de la loi pour nous assurer à ce que nos enfants, nos proches puissent être en sécurité, que nos routes puissent être sécuritaires. Madame la Présidente, nous bâtissons la capacité dans le système pour pouvoir avancer les affaires rapidement et permettre aux personnes d'être traduites devant les tribunaux. Mais nous résistons d'écouter les libéraux, nous qui n'ont rien fait plutôt pendant 15 ans et qui ont permis à ces arriérés d'augmenter. Et maintenant, nous devons réparer ces dégâts. Je n'ai aucune leçon à prendre du leader du troisième parti. Ils n'ont rien fait alors que nous agissons. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre, député d'Orléans. Ce gouvernement a eu 8 années pour sévir contre la conduite en état d'ébriété. La conduite est un privilège, pas un droit. Si une personne est reconnue coupable de conduire en état d'ébriété, cette personne ne devra pas conduire. Il devra avoir son permis suspendu et ne pourra pas revenir sur les routes avec son permis s'il ne prouve pas avoir changé. Voilà comment on protège la population. Le gouvernement doit changer son approche concernant la conduite en état d'ébriété, sinon cela va causer plus de décès dans nos collectivités, des tragédies et des décès. Pourquoi est-ce que ce gouvernement agit de manière sévère seulement quand il y a des décès? Madame la Première, c'était hier le 1er avril. Madame la Présidente, je ne peux
pas écouté, avant d'écouter ce qu'ils ont dit à propos des crimes et comment sévir à cet égard. Vous savez, nous avons fait le nécessaire pour assurer la sécurité des Ontariens. Nous avons du succès avec le gouvernement fédéral, mais pas suffisamment. Et le groupe par là ne nous a pas aidés du tout. Député de Lanark-Frontenac. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question pour le solliciteur général. Eh bien, ces criminels inquiètent les Ontariens. Ils osent tout. Ils continuent à commettre des actes violents, même après avoir été libérés sous caution. Il faudrait s'assurer que les gens se sentent en sécurité dans leur communauté. Nous voulons assurer le respect de ces conditions. Il faut avoir des lois plus fortes. Pourriez-vous nous dire quelles sont les mesures prises pour forcer ces criminels à respecter les conditions de la mise en liberté sous caution? Madame la Présidente, je l'ai déjà dit, montrez-moi un gouvernement qui a été plus décidé, qui a été davantage le champion de ce gouvernement, et je vous citerai toujours le gouvernement du Premier ministre Ford. Et permettez-moi de vous dire, c'est cette proposition faite par notre gouvernement, plus de 24 millions de dollars pour celui qui commet des crimes à répétition. C'est davantage d'argent dans le budget pour élargir ces programmes. Et c'est l'attente établie par ce gouvernement qui insiste toujours là-dessus, comme l'a dit le procureur général. Ils ont dit au gouvernement fédéral, mais préparez-vous, débrouillez-vous pour faire le nécessaire pour que les criminels restent en prison. Député de Frontenac-Kingston, merci au solliciteur général de cette mise à jour. Il est encourageant de savoir ce que fait le gouvernement pour protéger l'Ontario. On nous a bien dit et qu'on est très inquiet à propos de ces criminels qui commettent davantage de crimes, toujours récidivistes, et ils sont pourtant lâchés. Nous avons cependant proposé une loi qui assure le travail pour protéger les communautés. Le solliciteur général va bien vouloir nous donner des détails à propos de ce projet de loi. Monsieur le solliciteur général, eh bien, merci, Madame la Présidente. Les dépôts obligatoires lorsque la personne quitte la prison n'est qu'un exemple. Et il ne faut pas simplement espérer que cette personne va respecter les conditions. Et c'est pourquoi ces dépôts obligatoires sont importants. Mais je dirais aux députés de Kingston, il faut rester du côté des citoyens qui respectent la loi et non pas les criminels, les gens qui entrent par infraction dans nos domiciles. Le gouvernement doit être fort. Il est fort. Mais je demande aux gens d'en face, mais qu'avez-vous fait depuis des années? Pourquoi n'avez-vous pas dit, en déclarant très fortement que ces criminels, ces récidivistes doivent rester en prison? Député de Niagara Falls. Question pour le Premier ministre. Il y a 8 ans, le gouvernement a battu la campagne sur la façon de mettre fin à la médecine de couloir, qui ne fait qu'empirer. Alors, les conservateurs, tous les jours, doivent constater qu'il y a plus de 1400 personnes qui sont traitées en couloir dans les hôpitaux.
Pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas ces questions qui sont si graves pour ces personnes qui restent dans les couloirs, les salles d'urgence remplies de monde et ça dépasse toutes les limites des possibilités pour les traiter. Question. Est-ce que le Premier ministre pourra dire aux gens de Niagara pourquoi ils n'ont rien fait à ce propos? Quelles sont les mesures concrètes qu'ils se préparent à prendre maintenant pour mettre fin à cette situation? Merci. Je commencerai en disant que le député en face était toujours là lorsque nous avons célébré la nouvelle situation de ces hôpitaux, de Niagara. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leur communauté vis-à-vis de ce qui se passe ici dans cette chambre? Eh bien, il y a ces nouvelles installations à Niagara et le député d'en face était très heureux de célébrer cette installation nouvelle. Eh bien, il faut qu'il se félicite de ce qui se passe à Niagara. Nous faisons ces investissements car quand nous investissons dans les gens de cet ordre, ça améliore toujours le système des soins donnés en Ontario. Rappel au règlement. J'ai la question 91 que j'ai présentée le 9 octobre 2025. Plus de 24 jours de séance ont passé, mais je n'ai toujours pas reçu la réponse que j'attendais le 25 mars. Eh bien, selon 101B, ça devait se faire dans les 24 jours. Les réponses sont maintenant prises de retard et je voudrais que vous nous indiquiez à quel moment il faut s'attendre à cette réponse. Merci aux députés d'avoir soulevé la question. Il y avait un problème technique, malgré le fait que la réponse est déjà